Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. Je et nous sommes, parce que je ne suis pas tout seul, dans les bureaux du Centre de recherche informatique de Montréal. Le crime. Donc, mon co-animateur, Guy Barrette. Hey, salut Mario. Ça va bien? Ça va très bien. T'as l'air enrhumé un petit peu, toi. Ouais, puis fatigué aussi. Là. Tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement, là, j'aurais piqué un somme de quelques minutes. C'est parce qu'on a eu une grosse semaine la semaine dernière, hein? Ouais, oui, bonne longue semaine, parce que quand même, c'est plaisant. Hein? Puis, on va tout de suite introduire notre invité, Nicole Kalinoyou. J'ai-tu prononcé comme vous? Oh oui, c'est très bien fait. Nicole qui est aussi MVP en sécurité de développement. Donc, toi aussi, tu étais au MVP Summit. C'est ça, toute la semaine dernière. Puis, c'est plaisant le MVP Summit parce que, écoute, on rencontre d'autres MVP, on échange, donc les échanges culturels, on nous montre toutes sortes de nouvelles technologies. Puis Guy aime ça dire, on n'a pas le droit de parler de ça. Hey, on est sur NDA, donc on peut rien vous mentionner. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que on est allé chez Fry's. Oui, Fry's qui est le ciel sur terre pour tout geek. En fait, pour nos amis québécois, prenez l'exemple, je sais pas moi, d'un Future Shop, multipliez ça par l'espace, la surface là, par 5, 6, là, puis c'est Fry's. Tout ce que vous avez besoin en informatique est là. Tout à fait. Donc, puis ça s'adresse autant aux geeks qui veulent monter eux-mêmes leur machine, puis forcément, ils vont jusqu'aux produits plus grand public. Donc, moi, je suis allé avec Laurent, Étienne, qui ont chacun, en tout cas, se sont procuré un Zune. Et tu t'es fait avoir toi aussi, je pense. Ben là, à un moment donné, je vais m'en acheter un aussi. Donc, Fait que tu vas pouvoir jouer avec ta Zune. Tout à fait. OK. Puis, toi, Guy, je pense que t'es allé aussi, mais plusieurs fois. Non, moi, j'étais juste une fois, mais Juste j'ai une été fois? raisonnable, moi. Ouais, Ouais, j'ai acheté juste un accessoire pour mon Zune que j'avais déjà. c'est ça, hein. Puis, mais il y a une chose moi, je cherchais un lecteur externe qui est alimenté juste par une clé USB pour mon portatif, mais 7200 tours, pas un 5004. Puis je dis, chez Fry, on va trouver ça. Il n'y en avait pas. Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que tu vas dans la Mecque où est-ce qu'on trouve tout le stock que forcément il y a toujours de quoi. Il n'y avait pas de lecteur externe 5200 tours. Ça étant dit. On peut vraiment revenir au sujet de Ouais. l'émission, hein? Oui. Avant, Guy, il faut rappeler qu'on a toujours notre tirage qu'on va faire dans la prochaine émission pour Oui. l'inscription gratuite au DevTeach. Exactement. Donc, c'est un tirage pour une inscription à la conférence DevTeach qui aura lieu au mois de mai. Quand est-ce qu'on fait le grand tirage, Mario? Le 4 avril, donc 4 à notre avril. 50e émission, qui est la prochaine, parce que là, c'est la 49e qu'on enregistre. Moi, j'aurais Ok. jamais cru. OK, donc c'est la dernière chance de participer. Là. Oui, tout à fait. OK, parfait. Donc, pour participer, durant l'émission, on va vous donner un mot-clé. Et ce que vous devez faire, c'est avec ce mot-clé-là, aller sur le site du Visual Studio Talk Show. Et il y a un petit formulaire, vous entrez le mot-clé et vous êtes automatiquement éligible. Tu sais, Guy, que la dernière Tirage. émission, tu as décidé que tu donnais un chiffre. Ah ouais, Mais ouais. là, il y a des auditeurs qui m'ont écrit en disant, c'est quoi l'idée, là? Vous donnez un chiffre, parce que vous avez vraiment peur qu'on n'écoute pas l'émission, mais qu'on devine le mot-clé. Mais non. Puis là, je leur disais, ben non, c'est juste, des fois on déconne, donc on dit un peu n'importe quoi. On va revenir avec un mot, moi, cette semaine. Ah, peut-être qu'on pourrait faire une formule regex cette semaine. Ouais, hein? Non. Ouais. On mettra pas ça compliqué. Mais Non. ceci étant dit, on en reçoit des inscriptions, mais on n'en reçoit pas quand même des millions. Donc Les chances sont très bonnes. Oui, donc n'hésitez pas, l'inscrivez-vous. Puis OK, c'est puis quand même- l'inscription, c'est pour, comme Mario disait, c'est pour une entrée, une inscription à DevTeach. Ça comprend pas le transport, ça comprend pas l'hébergement. Donc, si vous êtes de l'extérieur de Montréal, c'est à faux frais. Ce qu'on fait tirer, c'est seulement pour l'inscription.
Puis aussi, je sais qu'il y a des gens à un moment donné qui disent, ouais, mais DevTeach, c'est le fun, là, c'est à Montréal, mais c'est tout des conférenciers en anglais. Donc, moi, l'anglais, c'est pas ma langue, Et non. c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas vraiment vrai. Il y a des tracks en français avec des bons, Ben oui, je dois être un petit peu au courant parce que c'est moi qui est responsable de cette piste-là. Donc, il y a une piste de conférenciers en français, donc des conférences en français, tous des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Par exemple, Nicole va faire une conférence à DevTeach. Et donc, si vous êtes francophone, vous avez un petit peu de misère avec la langue de Shakespeare, ben il y a une piste francophone à DevTeach. Ceci étant dit, on va revenir à notre émission à proprement parler. Donc, aujourd'hui, on parle d'obscurcissement du code. On peut peut-être dire le terme en anglais pour ceux qui seraient un peu confus. Donc, en anglais, Nicole, on dirait ça comment? On dirait comme obfuscation. Obfuscation. Ouais. Donc, En français, obscurcissement. ouais. À l'imparfait du subjonctif, ça fait quoi, ça, Mario? J'obscurcisserais mon code. Non, mais il me semble que c'est ça. J'obscurcisserais. Non. Donc, si la sécurité était une préoccupation importante, j'obscurcisserais. Non, je suis pas capable. Pour dire, nous, on fait ça pour le plaisir, mais on serait sûrement pas engagé par un poste de télévision Absolument ou de radio pas. pour être des vrais animateurs. Mais c'est pas grave. Le plaisir est dans le fait que c'est fait par des gens qui sont loin d'être des professionnels. On espère au moins qu'on est compétent dans ce sur quoi on parle. Puis une chose qui est sûre, notre invité, Nicole, tout ce qui touche l'obscurcissement, la sécurité dans le développement, c'est ta tasse de thé. Si tu es un peu, parce que la formule habituelle, c'est pas la première fois que tu es notre invité. Tu as déjà venu parler de Code Access Security. Il y a un an à peu près de ça maintenant. Ouais, même peut-être 2. En tout cas, dans les Ah, premières passe vite, émissions. ouais. Puis, donc là, aujourd'hui, on parle d'un autre sujet qui touche, qui est relié assez fortement avec la sécurité. Depuis ce temps-là, tu es devenu architecte chez Finrad. Donc, ça fait presque un an ou plus Non, que même 6 pas. mois. Ça fait 6 mois, 8 mois peut-être. Qui est rendu chez Finrad, qui est une firme à Montréal qui développe des packages pour le domaine financier. Je sais pas, C'est ça. bon, package, en tout cas des applications pour les firmes financières. Donc, plus de 10 ans de développement. Hein. Beaucoup de développement classique, BD, ces choses-là. Puis j'ai jamais compris, par contre, là, tu vas m'expliquer ça, OK? On va, les confidences. Nicole, pourquoi tu t'intéresses sur les newsgroups à répondre à des questions qui touchent l'accès au code, la sécurité, ces choses-là? C'est un peu odd, mettons. C'est pas commun, là. Non, tout à C'est fait. pas commun, mais je suis peut-être un peu bizarre, je sais pas. Non, j'ai travaillé longtemps dans le web, puis travailler dans le web, surtout des applications publiques, ça rend un petit peu paranoïaque. C'est un peu comme ça que je commençais à m'intéresser à la sécurité. Puis à quelque part, c'est que tu disais, ben là, faut que le monde comprenne au moins cette affaire-là, par exemple, que si tu protèges pas comme faut, tu vas avoir du SQL injection, puis à la base, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. D'habitude, non. C'est juste pour la plupart du monde, s'ils sont vraiment préoccupés pour que quelque chose marche, d'aller commencer à penser à des questions, ben, est-ce qu'il marche peut-être trop bien ou trop facilement? Tant que la préoccupation, c'est vraiment juste de faire quelque chose rouler, la sécurité va rentrer peut-être en ligne de compte. Donc, OK. Puis toi, bon, dernièrement, tu es venu faire une conférence au GUVSM, mais on t'a découvert, moi je t'ai découvert par l'entremise d'un autre MVP en sécurité, une bonne connaissance à moi qui est à Boston. À un moment donné, il me disait qu'il y a quelqu'un à Montréal là, qui connaît vraiment bien son domaine. Puis j'ai fait « Ah ouais? C'est qui ça, cette fille-là? Faut que je réussisse à rentrer en contact avec elle. » Puis... parce que t'étais pas, on peut pas dire que t'avais une personnalité publique, mais sur les newsgroups, parce que tu réponds aux questions, mais de prendre la parole publiquement là, devant les groupes, c'était pas ta première démarche. non, j'avais vraiment pas d'interaction avec la communauté locale en développement. Donc, les user groups locales, j'ai jamais été. Donc, Mais là, je t'ai présenté à Monsieur Barrette, qui lui s'est dit, il faut qu'elle vienne parler. Voilà, au c'est un groupe paquet de utilisateur. troubles, je trouve. Là, maintenant, Nicole est conférencière au groupe d'usagers, Ouais. à DevTeach, donc elle est très connue maintenant dans le Pauvre- milieu à Montréal. Pauvre elle! Là, absolument, ça fait combien de MVP Summit que tu fais?
Je pense juste 3. Juste 3. Mais tu sais, là, maintenant, au MVB Summit, elle a toute la gang de Montréal qui disait, hey, Nicole, là, elle peut pas être tout seul, tranquille. Parler avec le vieux monde, qu'eux autres, ils ont 5, 6. Là, le monde approche en disant, hey, faudrait-tu mettre ton chandail du Canada, parce que, juste pour l'anecdote, juste pour expliquer l'anecdote, les Canadiens, on nous avait offert un beau chandail du Canada, qu'on voulait qu'on mette et tout. Les MVP canadiens, là. Tout à fait, ce qui a rendu jaloux beaucoup d'autres MVP dans d'autres pays, forcément. Puis Nicole a dit, ben pourquoi je mettrais mon chandail? De toute façon, je le porterai pas un coup que je vais l'avoir mis. Donc là, on l'agaçait beaucoup avec ça. Il dit, faut que tu mettes ton chandail. Puis, mais t'as résisté, hein? Tu l'as pas mis. Non, je l'ai pas mis. Ça veut dire que t'étais dur en plus. Oui, un petit peu. Donc, s'intéresse à des sujets un peu, on dirait pas bizarre parce que la sécurité c'est important, mais s'intéresse à des sujets peut-être que la majorité, en tout cas 99,9% de la population s'intéresse pas. Persistante, en tout cas, ça a une idée dans la tête, tu l'as pas dans, comment on dit ça? C'est quoi l'expression? Si tu as une idée dans la tête, tu l'as pas dans les pieds? Non. C'est exactement ça. C'est ça, hein? Ouais. Mais il y a une dernière caractéristique qu'on faut mettre en phase dessus, c'est que, à la base, c'est une développeur. Oui, et depuis longtemps. Depuis longtemps, puis c'est vraiment là c'est le point en commun avec nous tous, l'intérêt à programmer. C'est quoi ton langage préféré? C#, bébé? C#. C#. Ouais. Mais j'imagine que tu te promènes autant dans les deux langages, ouais. C'est pas un problème. Ouais. Puis donc t'aimes mieux les points-virgules que... Oui, c'est ça, c'est vraiment mon caractère préféré dans toute la palette. Ça veut dire que probablement dans une vie antérieure, t'avais du C++. Pas tellement, en fin de compte. Oui? Ouais, ça doit faire maintenant, peut-être même 15 ans que j'ai absolument pas touché à du C++. Mais, hey, c'est le fun. Ben écoute, ça sera peut-être la biographie la plus peu ordinaire qu'on aura fait, mais on va arrêter ça là, puis Je pense qu'on est tous un petit peu fatigués de notre semaine de la semaine dernière au MVP Summit. Alors, si vous voyez des fous rires là, durant l'émission, là, posez-vous pas... ne vous posez pas... Ne vous posez pas de questions. On fait le pont, on revient avec l'entrevue. Nicole, pendant qu'on a fait la pause, on a continué à rire parce qu'on est relaxant. L'obscurcissement du code. Hey, j'ai dit parfaitement. Parfaitement, ouais. Je l'ai redit une deuxième fois, juste pour voir. L'obscurcissement du code. Ça veut dire quoi, ça, dans la vraie vie? Ben, l'obfuscation, bien sûr. Non, ben, je sais pas, on doit avoir quand même une bonne partie des auditeurs qui ont déjà utilisé un outil qui s'appelle Reflector, qui est sorti par un gars qui s'appelle Lutz Roeder. C'est un outil pour faire de la décompilation des assembly.NET. C'est pas le seul outil, mais c'est peut-être le mieux connu. Un des très bons aussi. Ouais, c'est ça. Il fait un travail quand même assez complet. Donc, si vous l'avez pas encore essayé, je suggère d'aller voir même vos propres assemblées avec. C'est assez intéressant. Vous allez voir essentiellement facilement le 90% de votre code exposé vraiment en clair. Donc, ce qui va manquer, c'est que si vous avez fait une compilation en mode release ou que vos PDB sont pas disponibles, on verra pas les noms de vos variables locales. Mais à part de ça... Donc, Reflector va prendre l'assembly, notre DLL, oui. notre exécutable. Qui est du IL, Okay, du ça, Intermediate bien Language. C'est ouais, du langage intermédiaire qui est pas du langage machine. Puis on va pouvoir avoir le code source de... C'est ça. Donc, Reflector est capable d'aller lire le IL. Ben, les humains aussi, en théorie, sont capables d'aller lire le IL. C'est juste la plupart de nous autres, on le fait assez rarement. Je fais ça tous les soirs. Quand je vais être sûr de m'endormir, je vais lire du IL. Ouais, c'est ça. Donc, c'est possible de lire du IL, mais c'est moins commode pour la plupart du monde. Donc, la plupart du monde vont préférer de lire du C# ou du VB ou un peu n'importe quoi, là, à part du IL, qui est un peu Ma femme, ça préfère des romans. Ah, OK. Chanceuse, elle. Donc, c'est ça. Donc, Reflector, ce qu'il va faire, c'est va lire l'assembly, va lire le IL de l'assembly, puis est capable de le rendre dans la langue de votre choix, donc le C# ou le VB pour la plupart du monde. Par contre, il n'est pas capable de déduire c'est quoi les noms des variables initiales qu'on avait prises. Non, sauf si on l'a compilé en mode debug puis le PDB est disponible qui lui contient les noms des variables locales.
Donc, s'il est capable d'aller chercher le PDB, il va même parce que tu es capable avec ce produit-là de dire, montre-moi donc le code source initial, puis montre. ouais, c'est ça. Donc, mais même si t'as compilé en mode release, t'as envoyé tes assemblies chez un client, lui il n'a pas les PDB, mais il va quand même voir tout sauf les noms de vos variables locales. Donc, ça lui donne déjà beaucoup. Donc, imaginons que tu crées une entreprise, puis le cœur de ton entreprise, c'est basé sur un algorithme sophistiqué que tu dis, nous, on a ce savoir-faire-là, et que tu publies ça dans le domaine sur Internet. Donc, tu es en train de rendre disponible, finalement, ton intelligence assez aisément à de la compétition. Oui. Puis on se souvient, avant l'époque de .NET, quand on compilait du code, soit du code C++ ou du bon vieux code VB6, c'était beaucoup plus ardu de faire de... C'est ça. C'est quand même possible, même avec du code native, on dirait, comme du C++ compilé en langage machine, en fin de compte. C'est quand même possible de faire une décompilation. La décompilation automatisée serait moins complète de ce qu'on voit quand on décompile du IL. Et ça va prendre d'habitude quelqu'un qui a une bonne facilité à lire du machine language pour aller vraiment comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ces gens n'existent pas. Il y a des gens qui font ça comme leur métier d'aller décompiler le travail des autres. Donc, si quelqu'un, une compagnie, paye le prix, va trouver quelqu'un qui, lui, va pouvoir faire du reverse engineering. C'est ça. Même si c'est du code natif. Ouais, c'est ça. C'est faisable, mais c'est dispendieux. Okay. Donc, l'idée avec l'obscurcissement, c'est qu'on veut rendre ça aussi, on veut essayer de rendre ça dispendieux aussi, de décompiler notre code managed, donc notre code de .NET. Ce serait peut-être difficile de le rendre aussi difficile que du code native, mais on veut s'approcher. Donc, on veut que le prix de faire la décompilation soit assez grand que quelqu'un va regarder ailleurs pour un cible plus facile. Okay? Ça, c'est une motivation pour utiliser l'obscurcissement. Un autre, c'est par exemple de cacher des algorithmes même à l'interne de votre compagnie. Donc, un bon exemple, c'est par exemple si vous avez une application de ressources humaines et vous voulez cacher l'algorithme utilisé pour générer les taux horaires des gérants ou quelque chose. Donc, c'est quand même des renseignements sensibles, même dans l'algorithme lui-même. Donc là, peut-être un obscurcissement, même si vous ne déployez pas vos assemblées à l'externe, même si c'est juste à l'interne, ce serait intéressant de le faire quand même un obscurcissement. Des fois, les gens s'en rendent pas compte, mais imaginons qu'on fait une application client lourd, puis cette application-là, elle roule sur chacun des postes d'une banque, par exemple. Puis, à quelque part, il y a un assembly, ce que, lui, sa responsabilité, c'est de créer dans cette application-là, entre autres, tu peux être capable de créer un code pour ouvrir toutes les portes, mettons, de la banque. Ben, un petit fin finot pourrait dire, hey, je vais aller voir l'algorithme, puis je vais trouver comment il fait ça, puis là, je vais être capable de me générer des codes pour être capable de pouvoir pitonner et rentrer un peu n'importe où dans la banque. Donc, c'est une brèche de sécurité, mais qui par défaut, probablement qu'on penserait même pas que c'est une brèche de sécurité parce qu'on pense que le code compilé, on voit rien là-dedans. Puis en fin de compte, c'est pas le cas. On peut voir très facilement le contenu du code compilé. Je suis sûr qu'ils sont en tout cas, on pourrait trouver différents scénarios où est-ce que on pourrait trouver des brèches potentielles de sécurité comme ça. Surtout dans le domaine financier, ça peut être encore plus... Ou médical, ou un peu n'importe quoi, en fin de compte. On parle souvent d'informations. Il y a beaucoup de sensibilité maintenant sur l'information, tu sais, le nom, le numéro d'assurance sociale, comme quoi c'est de l'information confidentielle. Mais souvent, la partie algorithmique, elle donne d'autres informations. Il faut dire, par contre, si l'algorithme est tellement sensible qu'on ne devrait jamais y avoir accès, la meilleure façon de le protéger, c'est de ne pas le distribuer. Donc, au lieu de mettre un DLL sur les postes clients, tout ce logique-là pourrait être dans un service web, par exemple. Donc, l'algorithme va être sur un serveur que tu peux contrôler au lieu de le mettre comme DLL distribué sur le poste de chaque client. Donc, c'est la meilleure protection, c'est de ne pas distribuer le DLL en premier lieu. Mais si tu dois le distribuer, par exemple, un logiciel commercial qui est un logiciel côté client, ben là, tu n'as pas de choix et l'obscurcissement, c'est une approche pour se protéger la propriété intellectuelle et les algorithmes potentiellement sensibles. Je veux juste penser, par exemple, avec tous les systèmes en ligne pour accéder aux banques.
veux pas, t'as des contraintes des fois de performance qui fait que tu veux ramener du traitement local parce que tu veux pas toujours aller frapper le serveur pour donc t'as peut-être des considérations des fois, tu dis moi là j'ai pas le choix, là faut que j'ai un trade-off, sécurité versus en tout cas potentiel de sécurité versus performance. Puis là l'encryption peut peut-être venir ramener le niveau de sécurité moindre. Je te vois faire des gros non, donc ce sera pas une stratégie acceptable. Une stratégie peut-être, un cas où on verrait quelque chose comme ça, c'est par exemple, disons que tu as une validation qui est très lourde. Et tu t'attends que peut-être le moitié ou le trois quarts des fois que quelqu'un va soumettre des renseignements, il va avoir un échec de la validation. Donc, la validation est lourde. Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est de valider une fois sur le client. Tu vas revalider sur le serveur, mais tu vas empêcher de faire des round trips au serveur juste pour dire, tes données sont pas bonnes, tes données sont pas bonnes. Donc, dans ce cas-là, tu vas avoir la validation sur le client, mais peut-être ton algorithme de validation est sensible. Dans ce cas-là, tu vas vouloir l'obscurcir sur le client, même si tu le refais sur le serveur. Mais si quelque chose est important côté des règles d'affaires, tu devrais toujours refaire ton processing sur le serveur, encore une fois. Mais je sais que c'est une des bonnes pratiques. En tout cas, c'est pas parce que tu as, par exemple, authentifié sur le client que tu peux présumer que on le connaît, lui. Ouais, pas tellement une bonne idée. Sur le serveur parce que même chose au niveau de tes règles d'autorisation. Ça coûte un peu plus coûteux en coût, mais en coût de c'est encore plus coûteux si tu le fais pas puis tu te fais un bris de sécurité d'habitude. Tout à fait. Donc, les gens qui s'intéresseraient à obscurcir leur code, c'est qu'ils veulent cacher un certain savoir-faire, en tout cas quelque chose qu'ils considèrent comme étant propriétaire. Puis aujourd'hui, les options, c'est de se procurer des outils qui font ça. Oui. Un outil, parce qu'il y en a un qui est fourni gratuitement avec Visual Studio. C'est ça. Dotfuscator. Dotfuscator. Qui vient d'une compagnie qui s'appelle Preemptive. Donc, il y a une version communautaire qui est gratuite, puis Microsoft la distribue avec leurs produits. Juste pour aider nos auditeurs à se faire une idée, ça fonctionne comment ces produits-là? C'est quoi le principe de base? C'est-tu de prendre tout le code IL, le mélanger? Oui, c'est ça, on le met tout dans un sac, puis on shake. Ouais, c'est ça, non. Il y a plusieurs approches. Celui qui est le plus commun à travers des produits, c'est l'approche qui est prise par Dotfuscator, entre autres. Et c'est de renommer les méthodes, les properties, les classes, donc tous les objets, de les renommer comme on va renommer des classes A, B, C, AA. Avec des noms comme ça. A, non significatifs. C'est absolument, il n'y a aucune signification. Même les méthodes. Tu vas avoir toutes les méthodes qui s'appellent A. Puis, tant qu'ils peuvent pas être des overloads, tant qu'ils n'ont pas la même signature, tu peux réutiliser toujours le même nom. Donc, tu peux avoir une classe dans laquelle toutes les méthodes sont A. OK? Donc, c'est, donc ça, c'est l'approche. L'idée, c'est justement principale. De faire du code qui est surtout pas lisable. C'est ça. L'idée, c'est de prendre les classes. Donc, si toutes les classes sont nommées comme A, B, C, puis toutes les méthodes là-dedans sont A, avec occasionnellement un B ou un AA, ça devient quasiment illisible. Ce que tu peux pas renommer, par contre, c'est les méthodes qui sont pas à toi. Donc, si tu appelles des méthodes dans le framework lui-même, ça, tu peux pas le renommer. Donc, si tu as, par exemple, un string format, ça demeure un string format. Sauf que la méthode qui appelle le string format, c'est ta méthode qui va appeler A dans la classe A. Parce qu'il faut se rendre compte que le code IL, même si, le Dotfuscator renomme plein de choses, il faut quand même qu'il puisse être compilé par la suite, par le Just-in-Time Compiler. C'est ça. Donc, il peut faire jusqu'à un certain travail, là. Il y a une limite, là, à ce qu'il peut faire. Oui. Puis, il y a d'autres approches aussi, mais ça, c'est l'approche principale, c'est de renommer les classes et les méthodes, et toutes les membres, pas juste les méthodes, les properties, n'importe quoi. Puis ça, important à savoir, ça va travailler sur l'assembly compilé. Donc, ça touche pas le code source. Donc, le code source, il demeure avec tous les belles noms que t'as choisis. Ça change pas. C'est après la compilation dans un DLL ou un exécutable que tu vas rouler l'outil qui va renommer toutes les méthodes dans le IL. Tu disais avec les beaux noms, mais moi, j'ai connu des places où le code source fait quasiment ressembler à du code qui aurait été Dotfuscator. Ouais, c'est ça. Des IJK. Ouais. Il y en a partout. Donc, il y a une tendance lourde maintenant, c'est de dire écrivez du code qui s'auto-documente, mais le but d'un produit comme Dotfuscator, c'est littéralement de rendre le code non lisible. C'est ça. Non compréhensible. Non compréhensible.
Nicole, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour faire de l'obscurcissement? Il y a une autre technique qui est assez commune, c'est de faire une encryption du DLL. L'approche classique pour cacher des choses. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que pour faire la décryption, faut avoir la clé privée disponible sur la machine. Mhm. Okay? Donc, si la clé privée est disponible pour que l'application fasse son propre décryption de ses assemblées, ben c'est disponible pour quelqu'un de malveillant d'aller le chercher aussi. C'est peut-être difficile à trouver, mais pour quelqu'un qui veut vraiment le faire, c'est faisable. Donc, encore une fois, c'est une approche pour faire une protection de base, on pourrait dire. C'est quelque chose qu'on va peut-être aussi ajouter à un obscurcissement par renommage. Donc, on va faire l'obscurcissement standard. On est vraiment paranoïaque, là. C'est ça. On va renommer les affaires, puis après ça, on va encrypter par-dessus. Mais Nicole, qu'est-ce qu'on va encrypter? Est-ce qu'on va encrypter? L'assembly complet. L'assembly complet. Okay. Donc, tu vas avoir un loader, ton vrai exécutable va être comme un loader qui va décrypter tes assemblées d'applications, tes exécutables, tes DLL. Puis ils seront en mémoire, puis il va les rouler. Et je vais me faire l'avocat du diable. L'assembly va se retrouver en mémoire? Oui. Donc, il se retrouve en mémoire, donc c'est une place à le chercher. Ou si tu es capable d'aller trouver c'est où la clé privée, qui doit être distribuée d'une façon ou d'une autre avec le logiciel, si on veut être capable de donc, on doit distribuer la clé qui va permettre de décrypter la DLL. Ouais, c'est juste ça va te cacher. Il y a une façon de pas distribuer la clé, c'est de prendre des papiers, mais il faut que tu ailles compiler à ce moment-là sur la machine. Ouais, mais si c'est disponible pour l'utilisateur, si c'est disponible dans le contexte de l'utilisateur d'aller chercher le clé, ben, c'est disponible pour tout. L'utilisateur sera en mesure d'aller le chercher. C'est defense in depth, là. On rend ça encore plus disponible. Plus dispendieux. Donc, le plus difficile que c'est, les plus grandes les chances que quelqu'un va aller chercher ailleurs. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on met des barrières. C'est ça. On en met plus, sont plus compliqués, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, pour retrouver l'information, mais faut pas se cacher. L'information, on va être capable d'aller la chercher. Donc, si ton assembly, ton DLL, ton exécutable est sur la machine de quelqu'un qui veut le regarder, il serait capable de le faire. Mais une chose qu'il faudrait aussi penser, c'est que si vous avez une application commerciale ou une application vraiment qui y a personne qui va s'en servir comme API, là, c'est bien intéressant de faire un obscurcissement approfondi. Mais par contre, si vous avez si vous vendez un API ou vous distribuez à l'interne un API, vous aurez peut-être une tendance à vouloir faire de l'obscurcissement sur les parties au moins qui sont internes. Donc, on va laisser ce qu'on a public lisible, mais ce qu'on a d'interne, on veut faire un obscurcissement. C'est une approche valide, ça, on peut le faire, sauf que si on pense à l'exemple de Microsoft, les assemblées de Microsoft de .NET, du framework lui-même, sont pas obscurcis. Le IL, on peut tout aller prendre Reflector puis le lire. Et pourtant, c'est leur propriété intellectuelle. Oui, mais ils font pas d'obscurcissement. Puis si on pense, pour ceux qui utilisent Reflector et qui l'utilisent beaucoup, d'habitude, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche un peu bizarre, pas vraiment comme on s'attendait, puis la documentation ne décrit pas le cas, puis avec Reflector, on va aller voir dans le code pourquoi ça marche de même. Si on n'avait pas la possibilité d'aller utiliser un outil de décompilation comme Reflector pour aller fouiller dans le code pour voir ce qui se passe, Microsoft aurait besoin de fournir une documentation qui est beaucoup plus approfondie, beaucoup plus complète. Ce qui se passe, c'est que les MVP, comme nous, on va voir, puis là, on blogue là-dessus, en tout cas, on explique, voici ce qu'il faut vraiment faire, puis ça vient compléter. Et tout le monde est en mesure de faire ça eux-mêmes ou de poser des questions à du monde qui va faire ça. Donc, c'est le même cas pour quelqu'un qui va distribuer son propre API. Donc, le travail de documentation risque d'être beaucoup plus lourd si on fait de l'obscurcissement. Okay, donc il y a un trade-off là-dedans, puis une décision à prendre. Le positionnement aussi de Microsoft par rapport à ça, c'est de se dire, OK, je distribue tout ce savoir-faire-là, mais la vraie question, c'est quel est le compétiteur qui pourrait décider de faire un framework pour me compétitionner? Puis, à quelque part, mais probablement que le compétiteur ne voudra pas faire ça dans un langage comme IL, il voudrait inventer lui-même. Ou en tout cas, les compétiteurs, ils connaissaient déjà, ils s'appelaient Java, puis il n'avait pas trop d'enjeux de dire, demain matin,
une compagnie XYZ, même si moi, demain matin, je crée une compagnie, je me dis, hey, nous, notre mission, c'est faire un framework. J'ai besoin de me lever de bonne heure, comme on dit. Ouais, Ou par exemple, les fabricants d'outils, de composants comme Infragistique et tout ça, c'est quoi leur approche ou au niveau de l'obscurcissement? Il y en a certains qui le font, il y en a certains qui le font pas. Même si on pense à Microsoft, il y a le framework lui-même, il est gratuit. Mhm. Donc, pour Microsoft, de le protéger, c'est peut-être moins intéressant que peut-être un produit qu'ils vont vendre. Mhm. Donc, ça, ce serait intéressant à suivre. Il y a des produits de Microsoft qui ont utilisé l'obscurcissement, mais il va avoir quand même une grande variation dépendant du produit puis le groupe de produits chez Microsoft. L'obscurcissement, ça devient finalement une décision stratégique à quelque part, ou comment tu protèges ton savoir-faire ou ton... Et est-ce que tu gagnes assez dans la protection avec l'obscurcissement que ça vaut la peine de la faire? Ça c'est un bon point parce que je me souviens lorsque .NET est sorti en 2002, il y avait une discussion que j'avais trouvée en quelque part, je me souviens plus où, c'était les fabricants d'outils. La question c'était, bon, mais qu'est-ce qui va se passer pour les fabricants d'outils? Puis leur code source va être libre là finalement. Puis la réponse d'un des fabricants, c'était le temps que quelqu'un regarde le décompile, regarde le code source, tout ça, nous on va être déjà sur la prochaine version, même la version subséquente. Donc l'avantage est pas très marqué, là, à moins de vraiment vouloir trouver un algorithme bien spécifique. Puis j'avais trouvé ça intéressant comme approche. C'est vrai que si tu commences à faire un re-engineering complet d'une grosse librairie de code, tu vas être en retard par rapport à ce qui va se faire dans un an ou quand tu auras fini, là. Puis c'est vrai que il y a certaines parties algorithmiques qui sont qui pourraient peut-être être plus ardues pour les gens d'imaginer comment le faire. Mais 99% du temps, juste en regardant une interface usagée, si mon remettre t'es un peu familier avec l'informatique, t'as une idée, ok, en arrière, ça se ferait de cette façon-là. Puis, donc, à quelque part, est-ce que ça vaut la peine de dire, je vais aller regarder le IL qu'eux autres ont fait? Souvent, c'est plus juste de se poser la question, comment je vais faire une bonne architecture pour résoudre le même problème. Puis, dans certains cas, la différenciation va être plus sur une stratégie d'affaires, la mise en marché, en tout cas, d'autres facteurs qui ont rien à voir avec la technologie. Fait que la technique que tu nous as expliquée de .Fitscator fonctionne avec la version qui vient avec Visual Studio? C'est ça. OK. C'est ça. Il y a aussi une version professionnelle qui a beaucoup plus de features, évidemment. Il y a un qui est très important c'est lorsqu'on fait des versions subséquentes de notre produit. Donc, d'habitude, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on fait un obscurcissement, si on obscurcit des éléments publics et on fait référence de notre assembly à des éléments publics, donc, on va dire assembly A, assembly B. Donc, assembly B, il a fait appel à des méthodes publiques dans assembly A. Obscurci tout en même temps. C'est ça. Si tu obscurcis les éléments publics de assembly A, faut que tu obscurcis assembly B en même temps pour qu'il utilise le même mapping des noms. Okay. Donc, ce que Professionnel te permet de faire, c'est de sauvegarder le mapping puis de le réutiliser. Okay? Donc, même la version gratuite sauvegarde le mapping, mais il ne va pas le réutiliser. Donc, si par exemple, dans ce cas, tu avais l'assembly A puis l'assembly B, puis tu veux shipper uniquement une nouvelle version de A sans avoir besoin de remplacer le B, avec la version gratuite, tu pourras pas le faire parce que si tu refais un obscurcissement d'assembly A sans le refaire sur le B en même temps, le mapping des noms sera plus pareil. C'est ça, obscurcir son code, ça a une implication sur notre stratégie pour les fixes. C'est ça. C'est des software patch, c'est à toutes les fois, faut que tu renvoies tout le programme. Ça, c'est si tu es obligé d'obscurcir tout ensemble. Avec la version professionnelle de .Fitscator, une des choses que tu peux faire, c'est que la première fois que tu fais l'obscurcissement des deux ensemble, tu vas sauvegarder le mapping, puis après ça, tu peux refaire l'obscurcissement en utilisant le même mapping. Donc, comme ça, tu vas refaire les mêmes changements de nom que tu avais fait la première fois, tu vas les refaire. Donc, tu n'auras pas besoin de refaire l'obscurcissement sur le B quand tu le fais sur le A. Donc, est-ce qu'il y a des particularités, parce que on se rapportait à penser que dans notre cycle, c'est quelque chose qu'on fait à la fin, obscurcir, forcément, on le fait pas. Mais
est-ce qu'il y a des choses particulières, par exemple, si on utilise des assemblées, qu'on signe, des choses comme ça, donc des contraintes qu'on doit suivre? Il y a 2 grandes contraintes. Un, c'est avec les signatures, bien sûr. L'autre, qui est peut-être plus commun, c'est avec la réflexion. Okay, donc, si on fait appel à quelque chose avec la réflexion, là, les places où le nom, c'est juste un string, d'habitude, les outils d'obscurcissement vont pas les trouver. Okay? Donc, de temps en temps, on fait de la réflexion, mais juste parce qu'on veut aller chercher quelque chose qui est privé, mais il y a aussi des éléments, même dans le framework lui-même, qu'on va lui donner le nom de quelque chose, puis il va le trouver. C'est assez fréquent dans les controls, les grilles, puis d'autres choses, qu'on va lui donner le nom d'un élément, puis qui va travailler avec ça. Mais là, si on change le nom, puis on change pas le string qui correspond au nom, là, ça va plus marcher. Donc, même si c'est quelque chose de privé. Donc, ça, c'est une des grandes considérations. Donc, il faut faire attention surtout aux choses qu'on utilise par la réflexion, même si on n'est pas, dans certains cas, vraiment conscient que c'est avec la réflexion qu'on va le chercher. Supposons que je ramasse des composantes que c'est pas moi qui ai fabriquées, puis je dis, OK, moi, je vais les obfuscater. Donc, je vais les obscurcir. Ben, peut-être que ce code-là qui fonctionnait avant fonctionnera plus parce que... Exact. Donc, c'est assez important, si vous allez faire de l'obscurcissement, de vraiment le faire assez tôt. Donc, le faire avant que vous allez rouler vos tests. Okay, donc, certaines techniques qu'on a parlé dans notre dernière émission avec Ludovic, où est-ce qu'on parlait de métaprogrammation, mais là, c'est une contrainte. En tout cas, faut le faire, faut être en mesure de vraiment bien comprendre ce qu'on fait pour, après ça, faire un bon obscurcissement. Ouais. Puis c'est aussi, J'imagine qu'on a des règles qu'on peut lui dire, telle méthode, je veux pas que tu la changes. Donc, oui, absolument. Même avec la version gratuite de Obfuscator, tu as le contrôle complet de qu'est-ce que tu veux renommer ou non. Donc, tu peux dire, renomme tout ce qui est de pas public, sauf des exceptions que tu vas choisir. Donc, tu as vraiment le contrôle complet de comment tu vas le faire. OK. La question, est-ce que, avec tous ces contraintes-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que là, on a dit, ouais, au niveau de propriété intellectuelle, ça vaudrait peut-être la peine sur certains algorithmes. C'est vraiment pas une décision technique, c'est une décision d'affaires. Donc, c'est vraiment les gens qui payent qui vont décider est-ce qu'on le fait ou non. Puis, il y a certains gens pour lesquels les questions de propriété intellectuelle, c'est tellement énorme qu'ils vont dire oui, peu importe le coût. Ouais, parce qu'il y a un coût à ça, là. Ouais. Il y a un coût, il y a pas juste le fait, OK, on va obscurcir notre code, mais il faut penser, à les DLL qui sont interdépendantes et tout ça. Il y a un coût en termes de processus et aussi un coût en termes de support. Ben, on a déjà discuté, un côté de ça, c'est que ta documentation doit être peut-être plus profonde, surtout si c'est un API que vous distribuez. Mais l'autre côté, c'est aussi, si vous pensez, maintenant, si vous avez une exception, qui saute dans l'application. Puis, vous allez prendre le call stack de l'exception pour voir c'est où que ça s'est produit. Oh boy. Quand ça s'est produit dans le AA, appelé par le AA, appelé par le B.AA, là, ça commence à être difficile. Tu es en mesure de défaire ça. Donc, tu peux aller... Mais si tu as gardé ton mapping, tu peux... Premièrement, tu es obligé de garder ton mapping, évidemment. Puis, tu peux te faire des outils. Même la plupart des obscurcisseurs payants vont avoir une utilitaire déjà pour défaire, pour faire la transformation du call stack dans le call stack original, avec les noms originaux. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Là, il y a un coût à long terme associé avec ça. Donc, c'est pas juste le coût de dire, ça coûte combien la licence d'acheter le produit, c'est beaucoup plus un coût sur ton cycle de processus, ton processus de développement complet qui vient être puis le support par la suite, là, parce que si tu fais une librairie, tu la distribues comme ça, puis t'as tous des noms je veux dire, c'est pas significatif du tout pour les développeurs qui vont utiliser ta librairie. D'habitude, ce que tu déploies du côté public, tu l'obscurcis pas. Donc, si ça fait partie de ton API public, et c'est voulu que ça soit vraiment utilisé par des développeurs qui vont le consommer. D'habitude, tu vas pas le renommer parce que l'intention, c'est que quelqu'un d'autre s'en sert. Exactement, mais quelqu'un qui connaît pas la bonne technique ou les conséquences pourrait se dire... il va se rendre compte assez vite, on peut espérer. Et le téléphone va sonner rapidement. Oui, c'est ça. Mais par exemple, si tu as fait une erreur dans ton mapping, puis tu te rends pas compte avant qu'un client
se plaignent. Là, tu as déjà sorti ça en production, tu as peut-être déjà brûlé des CD, des DVD ou ta méthode de distribution. Là, tu es poigné à faire un service pack juste parce que tu as mal fait ton mapping puis tes choix de qu'est-ce que tu allais renommer. Donc, le coût peut être quand même assez grand. Mm-hmm. Puis souvent, comme tu expliquais au début, il y a des stratégies, il y a des alternatives en utilisant des stratégies d'architecture qui peuvent te donner les mêmes bénéfices, comme par exemple, si tu veux protéger quelque chose, ben, mets-le sur un serveur, en tout cas, mets-le dans un endroit où est-ce que ça sera pas accessible. Mais il y a des coûts associés avec ça aussi. Si tu décides d'héberger ton propre service web au lieu de distribuer un DLL, mais là, tu deviens disponible de la disponibilité du serveur. Donc, il y a des coûts attachés à ça aussi. Donc, c'est pas forcément la meilleure décision dans tous les cas, mais si tu as déjà l'infrastructure pour la faire, ça devient peut-être une option très intéressante. Donc, la conclusion, c'est que ça coûte toujours de l'argent obscurcir son code. Ben, il y a pas de solution miracle, là. Il faut y aller avec le modèle d'affaires qui fit, là, au niveau de la compagnie, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment la question de combien ça vaut pour le projet, pour l'entreprise. C'est une décision d'affaires. Est-ce que tu as un scénario assez classique de regarde ça dans ce cas-là, là, c'est vraiment un exemple classique où est-ce que l'obscurcissement, ça vaut à peine? Je pourrais dire non, il y a rien qui est si clair que ça. Évidemment, c'est dans un modèle de distribution où les chances de vol, que sont grands. Puis vraiment, ça dépend tellement du produit, puis de la méthode de distribution, les utilisateurs ciblés. Il y a beaucoup de variables qui font faire que dans certains cas, là, si tu additionnes tout ça, tu te dis oui, ça vaut la peine. Ouais. Puis il y a probablement beaucoup de cas où est-ce que quand tu commences à faire l'addition, tu te dis c'est pas du tout avantageux, là. Non. Puis probablement que je sais pas moi, il y a des organisations où est-ce que la sécurité en tout cas est plus on parle, tu sais, les organisations de je sais pas si c'est le cas, mais mettons imaginons la CIA aux États-Unis ou si ils vont le faire par routine parce qu'ils se posent même pas la question. Oui, on cache ce qu'on peut cacher, point final. Oui, puis eux autres, leur application ne sera pas distribuée, là. Ça va être à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, mais il risque d'avoir quand même des milliers de postes. Ouais. Puis quand tu distribues même à l'intérieur sur des milliers de postes, là, même si tu fais un bon scrutin de tes utilisateurs, tes employés, tu as toujours des risques. Parce que le vol va venir la plupart du temps de l'interne et non de l'extérieur. Ben oui. Ouais. OK. Donc si vraiment tu es dans un organisme où la sécurité puis il est vraiment pris pour le sérieux, d'habitude tu fais même pas te poser la question. C'est l'autre chose. Je veux protéger mon capital intellectuel. Ouais. Donc je dépense de l'argent pour ça. Mais souvent, tu vas avoir de l'autre côté d'autres formes de brèches qui sont, par exemple, je les ressources, eux autres aussi, ils savaient comment faire ça. Puis là, s'ils partent et ils vont travailler chez ton compétiteur, t'es pas. Donc là, c'est pour ça que souvent, t'as des clauses. Si tu rends leur travail plus difficile parce que tu as mis un obscurcissement qui est trop lourd à maintenir à longtemps, les chances qu'ils partent sont encore plus élevées. Donc, tu as un coût même à ce niveau-là, même si c'est petit, là, mais il y a des risques de ce bord-là aussi. Mais donc, c'est pas ta stratégie technologique, peut-être à côté de ça, je sais pas moi, ton gestionnaire code source ou toutes des choses, il est pas protégé, il est accessible. Tu travailles avec des partenaires qui ont accès par Internet, puis là, tu as des brèches de sécurité, le monde peut rentrer, prendre les codes sources, puis toi, tu passes beaucoup d'énergie à obscurcir le code. Ouais, sauf que ton compétiteur, s'il veut vraiment ouvert sur le port 80 sans aucune authentification. Mais des fois, c'est aussi absurde que ça, là. C'est comme, si tu veux vraiment attaquer, là, cherche à aller, ou, Google Code. Tu vas voir ce que tu peux trouver. Tout à fait. Mais il y a un autre sujet, peut-être une petite parenthèse là-dessus. Nous, les développeurs, on dit souvent Google est notre meilleur ami. Donc, comment on pourrait résoudre ce problème-là? Donc, on trouve un bout de code sur Internet qui semble faire la job. C'est intéressant, ça. Puis très souvent, ce qu'on oublie, c'est que si on copie ce bout de code-là, puis que ce bout de code-là fait partie d'un projet qui aurait une licence GPL, par exemple, c'est viral, à quelque part on est en train de prendre du code que théoriquement si tu l'inclus dans ton programme, lui aussi devrait être gratuit et viral. Donc il y a toute une prise de conscience aussi que copier-coller du code d'un peu n'importe où,
c'est pas, on peut pas juste dire, c'est disponible, c'est gratuit, c'est pas forcément gratuit, puis tu peux te faire pogner dans le détour, parce que si tu veux faire un produit commercial après ça de ça, puis là quelqu'un fait un audit puis dit hey, j'ai regardé, parce que maintenant c'est même possible avec de dire ces bouts de code là, je les retrouve-tu quelque part sur internet, disant regarde, ça la trace est là avec des produits comme Google. Puis, oui, mais Mario, ce que tu fais là, c'est t'obscurcis la licence. Comme ça, tu peux plus la relire. Ouais, mais ceci étant dit, c'est que peut-être juste pour les auditeurs qui ne seraient pas sensibilisés, copier-coller, il faut toujours vérifier si c'est-tu vraiment du code open source ou en tout cas disponible, public. Même, il faut aussi, si vous avez décompilé avec un outil comme Reflector, une chose vraiment à faire attention, c'est que pendant la compilation à l'IL, le compilateur fait des optimisations. Mm-hmm. Donc, le code que tu vois, c'est pas exactement pareil comme le code original. Okay? C'est du code optimisé. C'est du code optimisé pour le IL, mais pas optimisé pour la maintenance ou la lisibilité. Donc là, tu es peut-être en train de prendre quelque chose qui est vraiment est pas vraiment du super bon code. Okay? C'est du code qui marche, c'est du code équivalent en termes de la structure finale ou du flow au code original, mais c'est pas aussi maintenable, par exemple. Tu regardes la complexité cyclomatique de ce code-là, c'est très élevé. Tu avais comme un point de retour dans la méthode originale, là, t'es rendu à avoir 10 ou 15, là, c'est toute une différence. Mais juste ça, des fois, ça peut être assez pour protéger notre propriété intellectuelle, dans le sens où, si c'est très... c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller... Mais Guy, des fois, t'as juste besoin d'engager certains programmeurs, puis ils vont te faire ça gratuitement. C'est des offuscateurs nés. Une chose que j'avais vue à un moment donné dans une démo, puis ça c'était au début là, quand Totin était sorti, puis il montrait l'obfuscation. Puis la personne qui faisait la présentation avait changé la police de caractère. Puis il avait utilisé une police de caractère Innu d'une tribu Innu dans le nord canadien quelconque, là, où les symboles, en fait, les lettres, là, c'est des triangles, des carrés, des choses comme ça. Donc, dans sa démo, ce qu'il nous montrait, là, c'est, en fait, quand on regardait, c'est juste des triangles, des carrés, des cercles, au lieu du A, B, C. Ouais, mais même encore plus, il y a comme dans l'Unicode complet, il y a, je pense, presque 100 caractères qui ressemblent à des A. C'est des A avec des accents ou des A... Tu sais, il y en a plusieurs qui a l'air d'être juste des A tout simples. La lettre A, là. La lettre A. Donc, c'est ça. Tu pourrais faire ton obfuscation toute nommée avec des A. Donc, t'as vraiment rien sauf des A. Ça provient de jeux de caractères différents. C'est ça. Wow. Donc, les B puis les C, tu vas les... Ouais, mais même si tu regardes ce que même la version gratuite de Dotskater va te créer avec les A, les B, les C, déjà, c'est... Ah, c'est pas compréhensible. Là. C'est plus compréhensible si c'est moindrement complexe. Ce que t'as compte toujours, c'est les appels aux méthodes du framework qui sont pas renommées, évidemment. Donc, quelqu'un qui voudrait jouer, là, essayer un petit peu l'obfuscation, dans Visual Studio, c'est disponible dans toutes les versions, j'imagine? Je pense, oui, Visual Studio. Ou dans la version Pro et Plus, peut-être? Pro et Plus, peut-être, ouais, c'est ça. Mais OK. ça. Et sinon, il y a d'autres outils qui vont peut-être avoir des essais gratuits. Il y a des outils qui sont vraiment gratuits, mais on dirait pas entièrement full feature. Donc, c'est peut-être une bonne façon d'essayer puis voir si le genre de changement est quelque chose qui est intéressant. Mais de ce que j'ai vu dans les outils qui sont tout à fait gratuits, tu vois, sur le site de Preemptive, la version communautaire, tu peux probablement l'acquérir, je croirais. Je sais pas été voir, mais... Faut dire que j'ai jamais... Je vais aller voir, puis si c'est le cas, je mettrai le lien sur le site. Ouais. OK. La version communautaire qui est disponible dans Visual Studio, est-ce qu'elle a changé depuis le Visual Studio 2002 ou c'est à peu près la même chose? Il n'y a pas eu de grand changement? Il n'y a pas eu de grand changement. Je pense que la première version qu'il avait, c'est le 2003. Si je me rappelle bien, c'était pas présent dans le 1.0, dans le 2002. Donc, c'était présent en 2003, 2005. Je pense pas qu'il y ait eu grand chose comme changement. Ils ont annoncé en novembre qu'il y aurait quand même des grands changements pour Orcas.
mais si c'est déjà inclus dans le CTP de Merch, je l'ai pas vu, donc je m'attends moi aussi à voir qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau. Ouais. Donc, Orcas, pour nos auditeurs, c'est la prochaine version de Visual Studio qui devrait sortir théoriquement en 2007. Donc, il y a des changements au niveau de l'obfuscation là, dans cette version. Ouais, on est supposé d'avoir plus de capacité, plus de features là-dedans, mais c'est pas encore dans les CTP qu'on a eu d'Orcas. OK, donc il le cache encore. Ouais, c'est ça. Écoute, Nicole, je pense que ça fait le tour du sujet. En terminant, as-tu un livre, un blog, quelque chose que tu dis, ben regarde, je suis tombé là-dessus dernièrement, puis ça pourrait être... tu sais, je pense entre autres le nouveau livre là de ceux qui avaient écrit le livre sur la sécurité qui était obligatoire à tout le monde de lire chez Microsoft. Je sais qu'il vient, il vient de sortir un nouvel livre, c'est ça pour la sécurité pour Vista. Security Life Cycle. Oui, ça c'est sorti l'année passée, c'est Security Development Life Cycle, qui est le processus utilisé chez Microsoft, entre autres, là, il y a beaucoup d'autres monde qui l'utilisent maintenant, mais qui était commencé chez Microsoft, pour vraiment mapper les étapes d'un processus de développement standard avec des étapes de sécurité pour s'assurer qu'on commence à penser aux sécurités assez de bonne heure pour vraiment avoir un bon résultat, puis de quelle étape faire pendant le design original, pendant le développement, pendant les tests. Donc, on va mettre le lien de ce livre-là, puis on mettra aussi le lien tant qu'à y être sur le premier livre, le Writing Secure Code, ouais. qui est tout... Puis il y a maintenant le Writing Secure Code pour Vista qui vient de sortir récemment. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans celui-là par rapport au C'est plutôt, ça regarde vraiment les particularités de Vista, comme User Access Control, puis autre chose qui sont des nouvelles features. Ça remplace pas l'original, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau pour Vista. Parce que maintenant, c'est une préoccupation. Ouais, il est beaucoup plus petit que l'autre. Tout à fait, le premier. Mais en tout cas, il me semble, dans la vie d'un développeur, à un moment donné, il faut s'intéresser à la sécurité. Ça élargit notre horizon. Il y a un livre, là, c'est Writing Code Secure. Writing Secure Code. Writing Secure Code. Je pense qu'il est lecture obligatoire chez Microsoft. Tous les développeurs là, sont obligés de lire. Donc, on va mettre le lien de ce livre-là, plus l'autre qui parle du cycle en tout cas, la sécurité dans le cycle de développement. Forcément des liens là sur .fuscaster. Puis nous, on va faire la pause, puis on va revenir Guy avec des actualités puis qu'est-ce qui s'en vient du côté du groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, la chronique, c'est les actualités et ce qui s'en vient au groupe utilisateur Visual Studio, mais cette semaine, on n'a pas d'actualité. Non. Il y a une pénurie d'actualités. En fait, ils ont dû être obscurcis. On les trouve pas. Donc, c'est pas grave, mais on va... Puis avant de parler, justement, de ce qui s'en vient au groupe utilisateur, le mot. Le mot-clé. Il faut pas l'oublier, le mot-clé. Nicole, qu'est-ce que tu nous donnes comme mot? Je vous suggère érablière. Érablière. On a beaucoup d'auditeurs en Europe, là. Érablière, c'est quoi, Mario? C'est l'endroit où les gens, c'est une forêt où est-ce que tu as beaucoup d'érables. Puis, essentiellement... C'est une forêt d'érable. C'est une forêt d'érable où est-ce que, entre autres, au temps des sucres, là, nous, on est dans la période des temps des sucres au Québec, les gens installent... À l'époque, on installait des casseaux. Des seaux. Des seaux, oui. Donc, on installait des seaux, on piquait dans l'arbre, et là, l'eau de l'érable tombait dans les seaux, puis après ça, les gens recueillaient les seaux et faisaient du sirop d'érable avec ça. Donc, la forêt d'érable, c'est ce qu'on appelle une érablière. OK, faut dire à nos amis européens que au printemps, à la fonte des neiges, la température monte durant la journée au-dessus de 0 et la sève des érables se met à couler et c'est ce qui est récolté
donc dans le seau que Mario mentionnait. Et lorsqu'on fait bouillir cette sève-là, cette eau d'érable-là, en fait, oui, c'est pas de la sève à ce moment-là, c'est de l'eau. Lorsqu'on la fait bouillir, le taux de sucre est élevé et c'est un goût vraiment... Là, moi, quand j'étais jeune, on s'en allait à l'école, on arrêtait à chaque érable parce que les gens... plantaient il y avait des seaux, donc on buvait leur seau d'eau parce que l'eau d'érable, c'est bon, juste comme ça. Oh oui. Puis je me souviens, juste une petite anecdote là-dessus, quand j'étais plus jeune, il y avait toujours les plus vieux, tu sais, de 5e, 6e année, qu'eux autres passaient avant nous autres pour boire les fameux seaux. Puis là, souvent, on n'avait pas la chance d'en avoir. Mais on avait trouvé une façon de se revenger. Un moment donné, on avait un petit pipi à faire, donc on avait fait pipi dans le seau, puis on s'était assuré que celui qu'on haïssait le plus, là, qu'il voit le premier. Donc là, lui, s'était mis à grosse gorgée, à commencer à boire jusqu'à temps qu'il fasse c'est de la... Et là, on avait notre petite revanche. Oh boy, alors c'est un moment dans la vie de Mario Cardinal ici que vous avez en Mais si jamais vous venez au Québec, vous avez la chance à boire de l'eau directement dans les seaux. Mais là, maintenant, c'est plus comme ça marche parce que c'est des tuyaux qui implantent dans les érablières directement. Ouais, mais si on passe à la cabane à sucre, d'habitude, ils vont servir de l'eau d'érable à table. Ouais. Donc, c'est quand même faisable d'aller s'en chercher à boire. Puis c'est moins, parce que de boire à même le seau directement, c'est peut-être pas ce qui est le plus, en tout cas, hygiénique. Donc, tout ça pour vous expliquer que le mot-clé pour le tirage d'F-Teach, c'est érablière. Guy, qu'est-ce qui s'en vient du côté du GEVSM? Alors, le prochain meeting, c'est le lundi 2 avril. On a James Lapalme de la compagnie CGI qui va nous parler de développement avec CodeSmith, NTier, génération de code et tout à fait. Enterprise Library. Tout ça sur un vocal, comment se fabriquer soi-même sa software factory sans attendre que Microsoft nous en livre. Exactement. Comment ne pas réinventer la roue. Tout à fait. Puis ensuite, le 19 avril, ça c'est le lundi dans 2 semaines après. Le 23. Le 23 avril. Donc le lundi le 23 avril, c'est toi Guy qui va présenter. Oui, en fait, je vais être avec Martin Lapierre. On va faire une présentation conjointement et on va parler d'une autre approche aussi là, qui est un petit peu comme James mentionne, mais vraiment focusé sur l'aspect Data Access Layer. Donc un produit qui s'appelle Subsonic, qui permet de faire un Data Access Layer finalement avec zéro code. Donc, par utilisant des techniques d'introspection, Subsonic te crée en mémoire directement les classes que tu as besoin. Absolument. Puis c'est pour ça que ce qu'on dit, ça prend absolument zéro code. Puis ce qui est intéressant, c'est que Martin fait partie maintenant de l'équipe de développement de Subsonic. Subsonic, c'est un produit gratuit, open source, que vous pouvez télécharger puis inclure dans vos applications. Et Martin fait partie de l'équipe maintenant. Alors ça va être pas mal intéressant. Il va pouvoir aller vraiment profondément dans le sujet. Tout à fait. Prochaine émission? Ouais, donc ça va être notre 50e. Donc je pense qu'on a un invité spécial, hein? Ben oui, là, j'ai décidé de traverser de l'autre côté de la table. Ça va être moi l'invité. Puis je vais vous parler en tout cas de ma vision d'architecture, donc comment je définis ce que c'est l'architecture, puis comment je pense que on peut faire un parallèle. En tout cas, on pourrait apprendre des choses des gens qui font la promotion des techniques comme le test-driven development. Et essayer d'appliquer ça, pas pour développer du code, mais pour faire des architectures. Donc, je vais parler de ce que j'appelle, moi, Test-Driven Architecture. OK. Puis, moi, je vais jouer le rôle de l'animateur. Et puis, pour m'épauler, on va avoir Carole Roy de Microsoft Canada. Carole Roy, qui est un architecte chez Microsoft. Donc, je vais avoir quelqu'un de ferré là, pour m'appuyer, pour qu'on puisse vraiment là, te poser des questions. Là. On va faire ça à bonne franquette. Oui, comme on fait d'habitude, quoi. Tout à fait. Donc, ça fait le tour d'encore une autre émission du Visual Studio Talk Show. Merci beaucoup, Nicole. Ça a été bien le fun. Oui. Pour moi aussi. Puis, on vous revoit dans 2 semaines. Merci. Au revoir. Bye bye. Visual Studio Talk Show.